Coucou, c'est Toinou. Ce petit épisode aujourd'hui, simplement pour vous donner quelques explications sur la manière dont j'ai procédé pour refaire ma toiture. Ce que vous voyez en général dans les maisons, dans les granges, au niveau de la charpente, c'est cet assemblage de bois. C'est la ferme, c'est ce qu'on appelle la ferme. En général, c'est ce qu'on essaye de garder, parce que c'est vraiment la partie la plus esthétique de la charpente, de garder visible. Et ça, et puis les pannes. Donc ça, c'est la ferme. Elle est composée d'une pièce horizontale qui repose sur les murs, donc qui ne sont pas les murs comprenant les pignons, mais qui sont les deux autres murs. Elle est composée également d'une partie verticale qui vient soutenir les pannes, enfin la panne faîtière, de deux parties transversales qui viennent reprendre, enfin stabiliser la partie verticale latéralement, et de deux autres parties transversales qui viennent supporter le fléchissement de ces deux parties transversales. Grosso modo, une maison avec la ferme, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez les quatre murs de la maison, vous en avez deux, les deux opposés, qui ont, enfin ces deux opposés-là, qui comportent les pignons, donc ça c'est maçonné, hein, ce sont des parpaings, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Et parallèlement aux pignons, vous avez la ferme qui est ici. Si on reprend le dessin, vous avez donc les deux murs comportant les pignons c'est ce triangle maçonné jusqu'en haut, la ferme au milieu, là où les fermes, il peut y en avoir plusieurs bien sûr, comme dans le cas par exemple des charpentes modernes, qui sont faites de plusieurs petites fermettes, donc c'est des toutes petites fermes, mais il y en a plein partout, enfin très fines, mais partout. Et par-dessus la ferme, on a ce qu'on appelle les pannes. Il y a trois types de pannes. La panne faîtière, c'est celle qui fait le faîtage, donc elle est en rouge ici, c'est celle qui est la plus haute. Vous avez les pannes sablières, il y en a plusieurs, il y en a forcément au moins deux. Elles viennent se poser sur le haut des murs qui ne comportent pas les pignons. Donc ici et là. Ça, ce sont les deux sablières. Et après, vous avez les pannes intermédiaires. Donc ce sont celle-ci et celle-ci. Il peut y en avoir une, deux, trois, quatre, enfin bref, ça dépend de la taille de votre bâtiment. Et dans tous les cas, les pannes viennent reposer sur les murs qui comportent les pignons. Sauf la sablière qui, elle, repose carrément sur tout le mur. Par-dessus les pannes, on vient poser des chevrons en verre. Ils suivent les pignons. Alors ils sont espacés de 40 à 60 cm, les uns les autres, selon la section de bois, selon le type de tuile qu'on va mettre, si on met de la tuile lourde ou de la tuile légère, ou même si on met par exemple du bac acier, si on met juste de la tôle, on n'a pas besoin de faire des chevrons espacés de 40. De 40. Par-dessus les chevrons, on vient poser des contre-lithos que je n'ai pas dessinés, mais en fait ils viennent juste se reposer le long des chevrons. Voilà, on vient les poser dessus, c'est ce qu'on appelle les contre-lithos, ce sont des demi-lithos. Ils servent simplement à créer une lame d'air, donc c'est pas obligatoire. C'est fortement conseillé dans le cas des couvertures modernes, notamment avec un pare-pluie, mais il n'y a rien d'obligatoire avec les contre-lithos. Mais vu le coût et le temps de travail que ça représente, franchement, il vaut vraiment mieux les mettre. Et par-dessus les contre-lithos, on vient mettre les lithos en bleu, donc ils sont perpendiculaires au chevron. On en met tout le long de la toiture. Alors là, je ne les ai pas dessinés partout, mais voilà. On en met tout le long. Et eux, ils vont être espacés, grosso modo, et je vous l'explique après, de la longueur d'une tuile. Vu de dessus, une fois posées, les tuiles se chevauchent les unes les autres, autant vers le haut que sur les côtés. Donc forcément, elles ont toute une zone de recouvrement. En bleu, c'est toujours les lithos sur lesquels elles viennent reposer. Là, je vous ai représenté ceci, mes deux côtés. Donc on a la coupe du litho,
hop, on a les tuiles, grosso modo c'est à peu près à ça qu'elles ressemblent, hein, les nouvelles tuiles. Donc elles ont une bavette, ici, en bas, ensuite elles sont plates, elles ont une petite gouge, en gros hein, c'est schématisé, et ensuite elles ont un crochet, elles ont deux petites pattes qui viennent se caler derrière le litho. Et donc en se recouvrant, par exemple la petite bavette qui est là, on la retrouve sur la tuile du dessus qui vient faire couler l'eau dans la tuile, et pareil ici. Ce qu'on appelle le pureau, c'est l'espace entre le haut du litho et le haut d'un autre litho. Ça peut marcher aussi avec le bas du litho et le bas d'un autre litho, hein, peu importe. Mais nous on parle avec le haut du litho, puisque c'est sur le haut du litho, sur le dessus, que viennent s'accrocher les tuiles. Évidemment on ne les accroche pas en dessous, sinon elles glisseraient, elles tomberaient. Ici j'ai marqué la longueur X, qui correspond à la largeur d'un litho. Cette largeur, elle est importante parce que quand vous allez placer vos lithos, vous allez mettre votre premier litho en bas normalement, sauf moi dans mon cas par exemple j'ai commencé par le litho du haut pour la petite toiture, parce que en bas j'étais gêné par la toiture du voisin. Bref. Donc vous allez commencer par mettre votre litho du bas, et ensuite, pour placer les lithos du dessus facilement sans avoir à mesurer à chaque fois le pureau, donc l'espacement entre les lithos, vous allez vous faire des piges. Donc c'est des petites pièces de bois qui font la longueur du pureau moins l'épaisseur d'un litho. Si vous n'enlevez pas la largeur du litho à vos piges, eh ben vous aurez un pureau qui sera trop long. Et quand vous aurez posé tous vos lithos et que vous commencerez à mettre vos tuiles, eh ben vous vous rendrez compte que les tuiles ne se chevauchent plus et qu'elles viennent simplement se coller les unes aux autres. Et donc évidemment, il n'y aura aucun écoulement de l'eau. Donc, avant de commencer à poser vos lithos, faites des essais à blanc au sol, coupez vos piges, faites des essais avec, etc. sans fixer les lithos, vous faites ça juste au sol, vous vérifiez que toutes les tuiles se recouvrent bien, vous faites ça sur 4-5 rangées, et si ça fonctionne, là vous pouvez utiliser vos piges et commencer à poser vos lithos sur la toiture. Si vous ne le faites pas, peut-être que tout se passera très bien, ou peut-être pas. Et une fois que vous aurez cloué, je sais pas moi, 100 lithos, et qu'ils seront cloués sur 4 mètres, 5 mètres ou 6 mètres de long, et ben pour d'abord c'est un coût, c'est un coût d'argent, de temps, et puis d'énergie, et puis c'est très démotivant de devoir recommencer quelque chose qu'on a déjà fait. Donc n'oubliez pas, pour calculer la longueur de vos piges, vous prenez le pureau qui est conseillé par le fabricant et vous lui enlevez la largeur de votre litho. Là, vous aurez la bonne pige et vous pourrez simplement mettre votre litho, poser les piges, mettre le litho suivant, tac tac tac, clouer, mettre les piges, mettre le litho suivant, tac tac tac, clouer à la suite. L'un d'entre vous m'a fait une remarque sur ma manière de poser les lithos. Il m'a fait remarquer que, apparemment à la caméra, mes lithos n'étaient pas d'équerre. Alors, je l'ai précisé dans la vidéo, mes lithos sont d'équerre par rapport au chevron du bout. Voilà, par rapport aux deux chevrons de l'extrémité. Parce que je ne voulais pas avoir de découpe à faire sur les côtés. Je voulais que s'il y avait des découpes à faire, ce soit sur le haut ou sur le bas. Mon bâtiment, il est comme ça. Il est mal fait. Enfin, il n'est pas mal fait, mais il est fait selon les possibilités de l'époque. Le bâtiment, il a 300 ans. Et donc, il n'est pas parfaitement carré. Donc, j'ai schématisé. J'ai un mur. J'ai 3 murs qui sont plus ou moins d'équerre. Par contre, celui-ci est complètement tordu. Voilà. Ça, c'est mon petit décrochement avec ma petite toiture. Inévitablement, les lithos ne sont pas d'équerre avec le mur. Donc, visuellement, ça rend pas très bien. Mais en fait, pendant le chantier, ça rend pas très bien. Mais en fait, bon, ça fonctionne parfaitement. N'oubliez pas que si vous avez des difficultés techniques, il y a toujours une solution technique derrière. Voilà.
Donc c'est pas parce que votre maison est pas parfaitement carrée, elle fait pas 8 par 8 exactement, que c'est pas faisable. Voilà, il y a un dernier petit schéma pour vous expliquer grosso modo comment on est censé répartir nos tuiles avant de les poser, puisqu'on va toutes les monter d'un coup sur la toiture, et ensuite on va les poser. On va les monter par tas de 5 à peu près, alors ne vous amusez pas à vous déplacer avec 5 tuiles dans la main sur un toit. En plus, bon, moi mon toit il monte quand même à 7 mètres au faîtage, 7 mètres de haut si je fais une chute, c'est quand même moins rigolo que si c'est à 2 mètres, mais peu importe. Ne vous amusez pas à vous trimballer avec 5 tuiles dans la main, c'est lourd. À raison de 2 kg par tuile, ça fait 10 kg. Ça paraît rien et pourtant c'est énorme. Surtout quand il faut monter 1500 ou 2000 tuiles. Lorsque vous monterez vos tuiles et que vous les positionnerez avant de les placer définitivement, vous remarquerez que ça c'est la première tuile que vous mettrez quand vous la placerez définitivement. On la met en bas à gauche puisqu'elle se recouvre. Elles sont recouvertes par les tuiles de droite et par les tuiles du dessus. Donc on se déplace vers le haut et vers la droite. Quand on pose les tuiles, en tout cas les roman canal. Donc une tuile occupe nécessairement 2 lithos, puisqu'elle vient forcément reposer au moins sur la tuile du dessous, et s'il n'y a pas de tuile en dessous, puisque c'est le premier rang, il faut quand même que ça repose sur quelque chose, ça ne va pas flotter dans le vide. Il faut que ça repose sur un litho. Donc pour pouvoir poser vos tuiles par la suite, il faut que vos tas de tuiles ne reposent pas sur ces 2 lithos-là. Donc vos tas de tuiles, vous les mettez, hop, on est sur ce litho-là, on monte de 2 lithos, et là on pose nos tas de tuiles. Je vous conseille de ne pas faire des tas de plus de 5 tuiles. Allez, 5, 6, mais pas plus. Parce que vous aurez du mal à écouler toutes vos tuiles dans votre champ d'action autour de votre tas. Donc faites-vous des tas de 5 tuiles, espacées de 60 cm, et donc ne mettez jamais vos tas de tuiles sur la première rangée et sur la première colonne également de tuiles. Sinon, elles vont vous gêner. Imaginez que vous ayez mis un tas là, ici. Comment feriez-vous pour les prendre du tas et les glisser dessous? C'est pas possible. Je pense que vous avez compris. 5-6 tuiles par tas, et on les met le plus en haut à droite, puisque on remplit en bas à gauche en premier. Voilà, écoutez, la seule chose que je puisse vous dire, c'est lancez-vous. Bien sûr, si votre maison elle est habitée et que vous n'avez pas trop le temps, etc., ne vous lancez pas dans la réfection de toute une toiture. Moi, il m'a fallu 6 semaines, dont 3 semaines à 2 à temps complet, quoi, et on était tout le temps 2. Si vous avez le temps, si vous avez un mois et demi, 2 mois devant vous, notamment dans le cadre d'une rénovation, d'une transformation, etc., prenez le temps et faites-le, vous allez faire des économies faramineuses. Encore une fois, moi j'ai fait le compte, je crois que je suis à peu près à 13-14 000 euros peut-être de matériaux, sachant que j'ai rajouté quand même 2 Velux par rapport à ce qui était prévu sur le devis au départ, et le devis de l'artisan c'était 35 000 euros. Donc il y a quand même un delta de 20 000 euros. C'est énorme. Et moi, ça m'a pris 1 mois et demi. Je pense que pour 20 000 euros, on peut largement travailler 1 mois et demi. C'est fatigant, c'est épuisant, ça peut faire peur aussi, il peut arriver un accident. Donc, sur un toit, attachez-vous, mais lancez-vous. Je vous assure, il n'y a rien de compliqué à refaire une toiture, il faut prendre le temps, il faut réfléchir avant de clouer ou de couper quelque chose, mais lancez-vous. Voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. À la prochaine.